David Shapira, bonjour. Merci de nous avoir rendu visite si rapidement après l'événement incroyable, historique, l'élimination de Nasrallah, le chef suprême du Hezbollah. Bonsoir Claudine et Shavuot Tov. Voilà, le Shabbat vient de se terminer, mais c'était un Shabbat un peu particulier parce que quelques heures justement avant ce Shabbat, eh bien, un immense bombardement, 83 bombes d'une tonne chacune déversées dans le quartier général de la Dakhia, qui se trouve à Beyrouth, qui est un quartier uniquement réservé aux membres du Hezbollah et de leurs familles, d'ailleurs qui s'est vidé entre-temps, hein, vous savez, a été bombardé. On a eu une information, ce qu'on appelle une information en or, c'est-à-dire que on a pris connaissance de la présence de Hassan Nasrallah, l'ancien chef, maintenant on peut le dire, un ancien parce qu'il est mort, du Hezbollah. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant, donc on va dire que c'est le chef. Il n'y en a pas d'autres, et même celui qui doit le remplacer, c'est-à-dire son neveu, n'a pas été tué. Non, il s'en est sorti. Il s'en est sorti, mais il est loin d'avoir, encore une fois, le charisme et surtout la capacité aujourd'hui de reconstruire le Hezbollah, qui est toujours sous les attaques israéliennes. Il faut quand même qu'on prenne quelque chose depuis 2 semaines environ, depuis c'est ça, le 16 septembre. L'attaque des bipères, hein, et le lendemain des Takiwalki, eh bien, Israël mène une offensive sans merci contre, je dirais, tous les chefs, les chefs et les quartiers généraux, tout ce qui compose l'infrastructure armée du Hezbollah. Et donc, c'est une guerre, je dirais, impitoyable, où elle a démantelé en 2 semaines toute la direction, encore une fois, de cette branche armée. On ne parle pas de la population, on parle de la branche armée. Bien sûr, bien sûr. Et on se demande, d'ailleurs, et vous l'évoquiez hors micro, comment se fait-il qu'on a été si surpris le 7 octobre dernier par le Hamas. Et comment se fait-il qu'au Liban, eh bien, quand on le décide, c'est-à-dire il y a 2 semaines, on arrive à quasiment détruire la grande partie ou la grande capacité du Hezbollah. Alors attention, j'aimerais quand même revenir sur une chose très importante, parce que cette joie, cet enthousiasme nous fait oublier quand même que l'arsenal est encore là, même s'il a été bien entamé par les frappes de Tsahal. Mais je dois quand même souligner que nous attendions à une pluie de missiles dans tout le pays. Exact. Nous attendions à ce que Tel Aviv soit bombardée. Alors on a eu il y a quelques heures, il y a 2 heures environ, une alerte parce qu'un missile yéménite, ça aussi il faudra peut-être s'en occuper un jour. Oui, c'est ce que je pensais il y a 10 minutes. Et puis avant-hier, il y a eu aussi un missile qui est tombé dans l'eau. Non, on est très surpris pour l'instant, je dirais, et heureusement, par le manque de moyens, mais il faut comprendre aussi que les membres armés du Hezbollah ne sont plus en contact l'un avec les autres. Absolument. La force Radwan. Parce que, comme vous le savez, les téléphones portables, c'était hors de question. Les bipères explosent. On a fait quand même, on parle de 2000 blessés, qui sont soit aveuglés, 2 à 3000 qui sont estropiés, donc ils ne sont plus en capacité de combattre. Ils sont plus valides. Donc, pas de moyen de communiquer. Les principaux chefs du Hezbollah ont été éliminés par l'armée israélienne. Et donc, plus de têtes pensantes, plus de leaders et un manque de communication dans une armée. Vous savez quand même que ce qui est important dans une armée, c'est que quand le général en chef donne l'ordre, cet ordre arrive aux plus petits soldats. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En fait, le Hezbollah se comporte aujourd'hui un peu comme le Hamas se comporte, c'est-à-dire il y a des petites unités, toutes petites, qui de façon indépendante essayent. Sporadique, envoient des missiles. Et là, ce qui se passe, il faut que nos auditeurs le sachent, c'est que, je dirais, le cœur logistique et le cœur stratégique du Hezbollah, qui se trouve dans un quartier qui est fermé à la population libanaise, qui s'appelle la Dakhia à Beyrouth. Donc c'est un quartier où il y a des barrages où personne ne peut rentrer, sauf si vous êtes membre du Hezbollah. Eh bien, ce quartier-là, pour l'instant, est pilonné par Tsahal, pas de façon aveugle, évidemment, mais il est pilonné là où on suppose qu'il y a des missiles, des roquettes cachées dans les appartements, comme exactement l'a fait le Hamas, c'est à peu près la même stratégie, et que Tsahal avait demandé déjà hier, juste après le raid contre Nasrallah, aux habitants de la Dakhia de quitter ce quartier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On estime à près de 500 000 les réfugiés, entre guillemets, parce que ils montent dans le nord, dans les monts du Liban et en Syrie.
sont des Oui, réfugiés. il y en a 50 000 qui sont partis vers la Syrie, tout à fait. Ils ont raison de partir, mais oui, ils font très bien d'ailleurs. Tsahal, le gouvernement, a enfin pris la décision de s'attaquer, je veux dire, au cœur du problème. Et même la question des chefs des conseils locaux du Nord se demande, mais pourquoi on a attendu 11 mois? C'est une question. Exactement la question que j'allais poser. Alors voilà, il y a 2 questions dont on n'a pas les réponses. Claudine, nous n'avons pas la réponse. À savoir, tant qu'il n'y aura pas une commission d'enquête pour comprendre tout ce qui s'est passé, les défaillances, ce qui s'est passé, on pourrait dire c'est la conception, c'est parce que nous sommes endormis sur nos lauriers et nous pensions que le Hamas n'était pas en mesure de nous attaquer. Mais toutes ces questions qui sont sans réponse, pourquoi 11 mois et pourquoi nous avons été si surpris et nous avons subi une si grande défaite et révélé une si grande défaillance dans nos services de sécurité, renseignement, de l'armée de l'air, etc. Tout cela, on aura une réponse lorsque il y aura une commission d'enquête. Bon, c'est pas d'actualité parce que Netanyahou, pour des raisons politiques, ne désire pas une commission d'enquête et on peut le comprendre. Si j'étais à sa place, je ferais peut-être la même chose, c'est de repousser au calendrier grec une commission d'enquête qui va évidemment pointer du doigt la responsabilité du gouvernement. Alors justement, à ce sujet, ne pensez-vous pas que cet enthousiasme tout à coup des renseignements israéliens, cette tactique martiale de la part d'Israël, de Tsahal, serait en quelque sorte pour combler les failles de ce qui s'est passé le 7 octobre? C'est-à-dire que dans le cas, je rebondis sur ce que vous dites, à savoir s'il y a une enquête, on pourra toujours dire oui, effectivement, il y avait des failles, mais regardez de l'autre côté la victoire, nous avons décapité le Hezbollah. Non, parce qu'une commission d'enquête, elle est nommée pour justement enquêter sur un sujet très particulier et elle ne déborde pas du sujet. C'est-à-dire que si une commission d'enquête est nommée pour étudier les défaillances du 7 octobre, elle ne s'occupera pas de ce qui va se passer en fin septembre de l'année suivante. Ceci étant dit, la différence qu'il y a entre Gaza et le Liban, c'est qu'il semble qu'à Gaza, nous avions très peu d'informations, très peu de renseignements et peu d'informateurs et surtout peu de personnes qui étaient infiltrées dans le mouvement du Hamas, qui est très idéologique. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même constellation du tout au Liban. Bien sûr, il semblerait que pendant près de 20 ans, nous ayons accumulé énormément d'informations sur les infrastructures du Hezbollah. Et aujourd'hui, nous nous servons de tout ce que nous avons accumulé, y compris des incursions terrestres qui ont été faites pendant les périodes d'accalmie et qui scrutaient, regardaient toute l'organisation du Hezbollah. Donc nous avons beaucoup d'informations. Et là, au moment où je vous parle, Tsahal continue encore une fois à bombarder les cibles, parce qu'il y a encore, on se demande, mais combien de cibles Tsahal bombarde? C'est par centaines par jour, des fois 200, des fois 500, des fois 130. Mais Tsahal a annoncé, le ministère de la Défense, qu'il y a encore beaucoup de cibles qui n'ont pas encore été tirées. Et puis, sachez qu'à chaque fois qu'une roquette est lancée, eh bien, ça nous donne aussi la localisation précise de la rampe de lancement de la roquette. Et en fait, on peut justement réagir face au lieu où la roquette a été lancée. Alors, vous vouliez poser une question sur l'Iran? Alors, peut-être pas sur l'Iran, juste je préfère effectivement un lien. On ne sait pas grand-chose du Hezbollah. Beaucoup de gens ignorent ce que c'est le Hezbollah. Bon, c'est une organisation terroriste. On en a parlé vaguement la semaine dernière ou il y a quelques jours concernant ses finances. Mais il y a une chose très intéressante à savoir, c'est que ça fait 30 ans que Nasrallah, si je me trompe, est au pouvoir, qu'il a convaincu tout le monde qu'il était donc, et on revient sur l'Iran, qu'il est le bras droit de l'Iran. Et aujourd'hui, l'Iran se sent en difficulté. Elle montre sa vulnérabilité au monde. L'Iran, peut-on dire qu'elle est nue? L'Iran est un pays actuellement nu. Il n'a plus de bras du Hezbollah. Le Hamas n'était pas vraiment sa tasse de thé, si on avait bien compris. Que va-t-il se passer avec l'Iran? A-t-il une chance de s'impliquer dans le conflit? Alors, c'est une très très bonne question. En fait, il reste encore un peu du Hezbollah. Le Hezbollah n'est pas complètement non plus détruit. Il faut faire attention de ne pas tomber dans une euphorie qui soit illusoire, parce qu'ils ont encore des missiles à longue portée. Et le Hamas, c'est comme on a dit, quelques petites cellules à gauche, à droite, qui peuvent causer d'ailleurs la perte de nos soldats, mais c'est plus l'infrastructure qu'on a connue. Et une petite parenthèse, Yahya Sinwar, on évoquait son destin il y a 2 jours à ce micro.
il semblerait qu'il se cache et il change d'endroit Il tous les change jours. d'endroit. Voilà, il change de La lieu, peur, donc là. il est poursuivi. Alors, par rapport à l'Iran, ce qui est important depuis ces 2 semaines et ce qui a fondamentalement changé, c'est nous avons retrouvé, enfin après 1 an, Oui. notre pouvoir de dissuasion. C'est-à-dire Oui. que maintenant, c'est plus nous qui avons peur, c'est le voisin. Ah bien, Et on a changé de camp, la je peur. parle du Hamas, évidemment, Oui. je parle évidemment du Hezbollah, mais je parle aussi de l'Iran, qui, pour preuve, c'est que le chef suprême, le guide suprême Ali Khamenei, a été emporté dans un lieu secret, caché, parce qu'ils ont peur qu'Israël élimine. D'un point de vue de l'Iran, je dis d'un point de vue de l'Iran, Israël a non seulement dépassé toutes les limites, mais Tout à Israël, fait. mais C'est Israël, extraordinaire. n'a plus de limites. C'est-à-dire pour l'Iran, ils ont comparé Israël à un chien qui est enragé, absolument. Alors l'Iran, c'est très important. La question de savoir est-ce qu'il va y avoir des représailles ou pas, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est non, parce que l'Iran, dans ses déclarations, n'a pas précisé qu'elle désirait encore une fois pour l'instant réagir Oui. à l'élimination de Nasrallah. Mais l'Iran se pose la question, en fait, à savoir, est-ce que dans le contexte actuel, est-ce qu'il est judicieux de sa part de redépenser énormément d'argent, de moyens, pour reconstruire le Hezbollah et essayer d'aider le Hamas par voie interposée, alors que le pays est exempt. Bien C'est-à-dire, sûr, tout à fait, il faut se rappeler qu'en Iran, il y a déjà une opposition interne assez importante. Deuxièmement, il y a un taux de pauvreté très important. Troisièmement, un taux d'inflation de 40 à 45%. Quatrièmement, il y a des sanctions économiques de la part de la communauté internationale qui touchent le pays. Et enfin, je dirais économiquement, la situation est très mauvaise. Et le peuple est contre le... Et le peuple est mécontent parce que l'Iran dépense énormément de moyens pour construire des proxys qui, en fait, s'écroulent, s'effondrent. C'est vrai. Quelquefois, pour le Hamas, ça a été en 2-3 mois. Oui. Et pour le Hezbollah, là, en quelques jours, quand on s'y est mis vraiment et sérieusement. Et donc, l'Iran se trouve dans une situation maintenant où elle va réfléchir sur sa politique. Vous savez que l'Iran ne réagit pas immédiatement. Ce n'est pas une réaction du ventre. Hein. L'Iran, on sait, les jeux d'échecs ont été inventés en Iran. Donc, les Iraniens, je te parle de la direction, les leaders iraniens, le leadership, encaissent le coup. Et là, ils ont encaissé beaucoup de coups, là. Après, ils réfléchissent et ils avancent un pion. Remarquez que d'ailleurs, l'Iran n'a jamais envoyé de soldats ailleurs qu'en Iran. Et quand il a fallu réprimer les manifestations en Iran, c'est des membres du Hezbollah qui sont venus en Iran. Ah tiens, c'est intéressant, je ne savais pas. En fait, les Iraniens, ils ont une armée aussi constituée d'Afghans, et ce sont des terroristes au col Pakistan, blanc. Mais eux, ils ne se mouillent pas trop. Donc, je pense qu'ils redoutent, et ils ont raison de redouter, vu quand même l'armement aussi américain qui se trouve en face de l'Iran, ils redoutent de s'engager dans une attaque qui entraînerait un conflit général armé, et ils savent qu'ils vont perdre. Vous savez, l'Iran, ils n'ont pas de grands moyens. Mais l'Iran n'est pas seul tout de même. Oui, mais personne ne viendra au secours de l'Iran. Même la Russie ? Même la Russie qui est empêtrée, je vous signale, dans un conflit avec l'Ukraine, et qui elle-même est envahie par l'Ukraine, vous savez, une petite partie du territoire. Non, c'est pas les Russes qui vont. Les Russes achètent aux Iraniens des drones, donc c'est pas. Non, en plus, leur technologie iranienne, elle est, même si elle est meurtrière, elle est relativement faible. La population n'est pas protégée. S'il y a un bombardement, il n'y a pas le dôme de fer, il n'y a pas des abris comme on a en Israël. Et donc, le régime sait très bien que s'il engage une attaque et qu'il y a une réponse, cette fois-ci peut-être d'une coalition internationale qui sera israélo-américaine, peut-être française, peut-être allemande, etc., le pouvoir pourrait tomber. Et donc, pour qui ? Pour Yahya Sinwar ? Pourquoi ? Non, certainement pas. Même pour Nasrallah qui, lui, a attaqué le 8 octobre Israël sans l'autorisation de l'Iran, sans l'accord de l'Iran. De la même façon que le Hamas a attaqué Israël sans l'autorisation du Hezbollah. Oui, mais la conférence qu'il a faite à ce sujet. Le Hamas est sunnite d'abord. Oui. Et il se déclare se trouver en territoire palestinien et vouloir reconquérir un territoire qui appartient à la Palestine. Mais le Hezbollah n'avait pas... Chiite. Les chiites d'abord. Bien sûr. Et a priori,
même s'il est solidaire avec les Palestiniens, n'avait rien à voir avec le conflit palestinien. Il est solidaire. Mais le Hezbollah, c'est un mouvement, vous l'avez dit, chiite, mais c'est un mouvement libanais qui est aussi politique. Oui, il y a des représentants au Parlement libanais, donc c'est un mouvement purement libanais. Même si les Libanais, en eux-mêmes, je parle des sunnites cette fois, ne se reconnaissent absolument pas. Non, on a vu des scènes de joie en Syrie et au Liban. Absolument, parce que les sunnites, vous le savez, je ne vais pas le dévoiler. Oui, bien sûr. Les sunnites détestent il faut savoir un point extraordinaire, les chiites et le contraire aussi. Donc vous voyez, tout ça, l'Iran se dit, mais attends, Yahya Sinwar a fait une opération qui s'avère comme un suicide collectif. Tout à fait. Nasrallah a attaqué pour montrer sa solidarité. Et regardez où est-ce qu'il est maintenant. Est-ce que nous, on va attaquer pour peut-être... et là, il y a eu vraiment des menaces formelles de la part des Israéliens et des Américains qui ont dit que en cas de riposte, les installations nucléaires iraniennes seraient touchées. Oui, ça a été dit. De même que les puits de pétrole iraniens, de même que les bâtiments gouvernementaux seraient eux aussi touchés à Téhéran. Donc, vous voyez, ça mettrait le pays dans le chaos. Et là, il y aurait des Iraniens qui sortiraient dans la rue, et c'est le renversement de pouvoir. Mais c'est exactement là où on devrait arriver, en espérant que ce soit le peuple qui renverse le gouvernement. Oui, mais il faut créer des conditions, et évidemment, ça nécessite une aide américaine. Vous savez que les Américains qui prétendent, mais ce n'est pas vrai, ne pas avoir été prévenus de l'opération de l'élimination de Nasrallah, font la tête, font la moue, ils sont à un mois des élections, et voulaient que les élections se passent dans le calme, et pour eux, ils sont persuadés, je parle du gouvernement démocrate, qu'un état de guerre pendant les élections va donner des voix à Trump et risque de le faire gagner. Donc Netanyahou fait la guerre pour faire perdre les démocrates et donner la victoire à Donald Trump. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage et cette analyse brillante, encore une fois. Je vous remercie, David, et puis certainement, vous reviendrez pour de bonnes nouvelles. Oui, on va avoir une semaine un peu compliquée. Je risque de revenir d'ici 24 à 48 heures. Merci beaucoup, vous me le permettez. David. Bien sûr, avec plaisir. Au revoir. Shalom.